Lorsque le nom Afrique n'existait pas encore, on parlait, pour faire référence à des régions de ce territoire, de Kathiopia, de terre d'Éthiopie, terre de Cham, terre de Couche, terre de Sheba, d'Alkeboulan. Serge Kevin Biagué, journaliste et écrivain gabonais. D'où vient l'Homo sapiens? L'homme Homo sapiens. De nombreuses études montrent qu'un enfant à partir de 3 ans est déjà ancré dans ces stéréotypes. Maintenant, il s'agirait de trouver le nom originel de ce continent. Bonjour. Allez, un petit micro-trottoir, un petit quiz de culture générale, c'est assez rapide. Pas besoin de réflexion, tu réponds du tac au tac. D'où vient l'Homo sapiens? D'Afrique. Homo sapiens. L'homme Homo sapiens. D'Afrique, non? De l'Afrique. Du paradis. Comme je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, je ne sais pas exactement vous dire. Continent européen, j'imagine bien. Mais je sais que les deux ancêtres les plus anciens viennent d'Afrique. Un d'Afrique de l'Est, Lucie je crois, et l'autre dont j'ai oublié le nom, plutôt d'Afrique de l'Ouest. Ouais. Combien de pays y a-t-il en Afrique? 25, 69, 54 ou 37? 37. Il y en a 54 à mon avis. 69. Ouais, on n'est pas d'accord. 25, ouais. Et moi 37, c'est ça? 47. 54. Une cinquantaine. 54. Ouais, je dirais plutôt à vue de nez 37. 54. Trouvez l'intrus. Maasai, Peul, Han ou Dogon? Han. Maasai. Han. Mais Han, oui, mais Ok. j'ai aucune idée. Hein? Paul. I'm gonna say Hans. Les uns, parce qu'ils sont asiatiques, et les autres, ils sont africains. Peul. Ah bah les Han. Quel pays compose l'Afrique du Nord? Bah, il y a l'Afrique du Nord en Afrique du Nord. Non, c'est justement le Maroc et tout ça. Ah oui, non, le Nord, c'est en haut, c'est vrai. Et à l'Égypte, je dirais l'Éthiopie. Égypte, Maroc, Algérie, Tunisie, normalement. On compte à partir de l'équateur? J'ai pas le droit de poser de contre-questions. Il y a l'Égypte aussi. Et puis... Maroc, Égypte, Ouais. Tunisie. Tunisie. Ah non, mais Tunisie, c'est pas du tout en Afrique. Non. Maroc, Libye, Tunisie, Égypte. Il y a aussi le Soudan parfois. C'est le bout de... Quelle est la capitale de l'Afrique? Mais il y en a plusieurs. Alger. Bah ouais, je dirais c'est un continent, c'est pas pareil. Quel est le peuple le plus ancien d'Afrique? Les Tutsis, les Dogons, les Pygmées, les Hutus ou les Maasai? Les Tutsis. Pygmées. Les Pygmées. Les Tutsis. Ça m'étonnerait que ce soit les Hutus ou les Tutsis. Je sais même pas comment on fait pour évaluer un truc pareil. Qu'inspire pour vous le mot Afrique? Des saveurs. La nourriture saveur aussi. D'accord. Afrique, c'est le peuple noir. Continent. Chaleur. Victime. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre chronique Racine, la chronique qui traite de l'histoire africaine sur Radio Mboté, www.mboté.be, mbote.be. On a vu dans l'épisode précédent que c'est l'appellation européenne transmise par les Romains et les Grecs, donc les anciens Romains et les anciens Grecs, qui s'est imposée à l'époque moderne pour désigner le continent au détriment d'autres appellations. Donc cette appellation est donc Afrique. Maintenant, il s'agirait de trouver le nom originel de ce continent. Donc plus précisément, la façon dont les habitants du continent se nommaient eux-mêmes dans un lointain passé. Nous allons donc commencer avec l'appellation Alkeboulan. Alkeboulan pourrait être un des noms originels pour désigner le continent africain. Premièrement, on pourrait dire que certaines personnes soutiennent le fait qu'à l'époque des pharaons, l'Afrique noir était appelé Alkeboulan, qui signifierait le peuple à la peau brûlée. Si vous vous souvenez bien, dans l'épisode précédent, Alkeboulan avait été mentionné. Du coup, un ancien encyclopédiste et généalogiste français du nom de Louis Moreri
l'avait mentionné dans un de ses ouvrages. Dans ses écrits, il nous dit que Al-Keboulan était donc le terme par lequel les Arabes désignaient l'Afrique à une époque. En revanche, nous n'avons pas trouvé des faits historiques qui corroborent cette thèse. On pourrait dire ça peut faire partie de la légende. Une autre interprétation du terme Al-Keboulan voudrait dire que ce terme proviendrait des morts, qui en arabe voudrait dire la terre des Noirs. Donc, qui sont les Maures? Les Maures, ce sont les populations berbères d'Afrique du Nord et plus précisément du Maghreb. Les pays qui composent le Maghreb sont donc la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Libye et la Mauritanie. Antoine Ferroté de la Croix, qui dans son discours préliminaire de Relat universel de l'Afrique, ancienne et moderne, évoque les notes de son collègue Tevet, mais contrairement à son collègue Tevet, fait une différence entre les Maures et les Arabes. Il nous dit ceci, ouvrez les guillemets, les Maures, dit Tevet, virgule, la Nomère, Al-Keboulan, les Indiens, Bézékat et les Arabes Ifriques. Quels sont les termes de la langue arabe qui font référence à l'homme et à l'individu, à la femme noire? Alors il y a le terme aswad qui veut dire obscur, noir, sombre, profond, morne. Donc c'est un adjectif, un adjectif pour désigner ce qui est peu lumineux. Un autre terme, kel, donc c'est un adjectif utilisé pour qualifier tout ce qui est de couleur noire. Notons que aujourd'hui, ce terme a une connotation injurieuse et péjorative à l'encontre des populations noires. Un autre terme, abd, qui signifie serviteur, esclave, captif. Donc il dérive d'un verbe arabe qui veut dire adorer, vénérer. En voyant ces trois termes, il nous apparaît que le terme Al-Keboulan ne contient aucun des trois termes, à savoir Aswad, Kel ou Abd. Nous ne trouvons pas dans Al-Keboulan quelque chose qui ressemblerait à Aswad, Kel ou Abd. Donc, on pourrait se poser des questions sur l'origine arabe, pour désigner en tout cas les populations noires. Qui sont les Maures? Les Maures, ce sont les populations berbères d'Afrique du Nord et plus précisément du Maghreb. Notons que cette subtilité, le fait que Antoine Perrotet fasse une différence entre les Maures et les Arabes, cette différence quelque part qu'il émet peut expliquer pourquoi le dialecte maure tiendrait Al-Keboulan comme nom de l'Afrique, alors que, comme nous l'avons vu précédemment, la langue arabe n'a aucun lien avec le terme Al-Keboulan pour décrire les populations africaines. En revanche, au Maghreb, Qibla, dans les dialectes locaux, veut dire sud. Aussi, le peuple kabyle, donc qui est une ethnie berbère du Maghreb, se dénommait lui-même en berbère Ikbailin ou Akbaili. Linguistiquement, nous pourrons dire que le terme Al-Keboulan se rapproche plus des langues berbères que de la langue arabe. Notons toutefois que en arabe, Kabaïl ou Kabila veut dire tribu. Donc vous voyez bien, après l'exercice de cette analyse étymologique, le terme Al-Keboulan serait plus lié aux langues berbères qu'à la langue arabe. Aussi, dans son ouvrage Kemetic History of Africa, Cheikh Anta Diop, qui est un scientifique de formation, historien et anthropologue et homme politique sénégalais, nous dit ceci, ouvrez les guillemets. Al-Keboulan serait le nom le plus ancien et le seul d'origine indigène de l'Afrique. Fermez les guillemets. En effet, selon Cheikh Anta Diop, le terme donc signifierait mère de l'humanité ou jardin d'Éden et donc aurait été utilisé par les Maures, les Nubiens, les Numides, les Karthadans et les Éthiopiens. Les Nubiens, donc c'était une population qui vivait au sud de l'Égypte et au Soudan. Les Numides étaient donc des habitants de l'ancien royaume berbère, la Numidie,
Et bien évidemment, Carte Adan, c'est donc les Carthaginois. Et les Éthiopiens, les Éthiopiens. L'écrivain et historien américain Joseph Ben Joachim, dans son ouvrage Black Men of the Nile and His Family de 1972, mentionne lui aussi que Alkebulan serait le nom originel de l'Afrique. Toutefois, ce que nous déplorons, c'est que ces deux auteurs ne nous en disent pas plus quant à l'origine, d'où proviendrait ce terme Alkebulan. Et c'est quand même assez dommage. Après, est-ce que c'est un oubli de leur part? On ne sait pas. Maintenant, intéressons-nous au deuxième terme qui pourrait avoir été utilisé dans un lointain passé par les populations autochtones d'Afrique pour désigner le territoire sur lequel ils évoluaient, à savoir l'Afrique. Et donc ce terme, c'est donc Kama. Dans la Bible, plus précisément dans la Genèse, l'ancien nom du continent africain semble être Kham ou Cham. Kham, diminutif de Kama. Notons que la racine du mot Kama est omniprésente chez bon nombre de peuples d'Afrique de l'Ouest et centrale également. Kama signifie noir en copte. Kama signifie noirci en bochi. Donc c'est une langue bantou parlée en RDC, en République démocratique du Congo. Kami signifie brûler en bambara. C'est une langue nationale du Mali. Kami signifie brûler en mangaku, qui est une langue parlée en Guinée-Bissau, en Gambie et au Sénégal. Kem signifie brûler ou carboniser en Wolof. Donc le Wolof, c'est une langue parlée au Sénégal et en Mauritanie. Et également, je pense aussi un peu en Gambie. Kim signifie noir en Vai, qui est une langue mandé, donc du Libéria, de la Sierra Leone. Il faut savoir que la particularité du Vai, c'est qu'elle possède son propre système d'écriture. Et aussi, dans l'ancienne Égypte, le mot Kama, dont la représentation graphique est un morceau de bois brûlant, donc un charbon, dérive du radical Kala, qui signifie également charbon dans certaines langues africaines actuellement. Notons que le mot Kam apparaît également sur une stèle, la stèle de Paraíba, qui se trouve au Brésil. On l'appelle aussi la tablette de Paraíba. Mais sachez que d'après la communauté scientifique, la tablette de Paraíba serait un faux. En tout cas, le débat est toujours d'actualité. Il y a une inscription cananéenne, date du Xe siècle avant Jésus-Christ. Alors Canaan, c'est une région et aussi une civilisation du Proche-Orient qui aujourd'hui correspond au territoire du Liban, Israël, Palestine, l'ouest de la Syrie et l'ouest de la Jordanie. En conclusion, d'après nos recherches, les termes Alkebulan et Kama seraient donc les appellations les plus anciennes utilisées par les autochtones pour nommer le territoire sur lequel ils évoluaient, à savoir l'Afrique. Car, rappelez-vous bien, le mot Afrique est une construction étrangère. Le mot Afrique nous vient des anciens Grecs et Romains. Pour ce deuxième épisode de Racine, nous partons à la rencontre de Christelle Pandanzila, créatrice du monde de Djaï. Le monde de Djaï, Djaï c'est le nom de mon fils. Donc c'est vraiment parti de cette volonté de pouvoir lui offrir beaucoup plus de ressources, de jeux, de jouets, de livres avec des personnages qui lui ressemblent, que ça a commencé. Et puis je me suis dit, mais si je fais ça pour lui, pourquoi ne pas faire ça aussi pour les autres? Et donc, c'est Djaï et son monde, le monde dans lequel il interagit. Les petites têtes crépues, blondes, brunes, voilà, tout ça. Donc, le monde de Djaï, c'est le monde d'aujourd'hui, en fait, tout simplement. Je m'appelle Christelle Pandanzila et en fait, mon projet de base, c'est le monde de Djaï. Donc là, je me suis récemment associée à Sarah Zanguio, donc du magasin Quincajou. Donc le monde de Djaï est d'abord né d'une idée, d'une volonté d'amener un peu plus de représentation dans les productions jeunesse, donc tout ce qui est jeux, jouets, littérature jeunesse, dessins animés, etc. De nombreuses études montrent qu'un enfant à partir de 3 ans est déjà ancré dans ses stéréotypes de genre, ses stéréotypes d'origine. Donc à 3 ans, 4 ans, ils savent déjà
reconnaître tous ces signes de discrimination, d'infériorité, même s'ils ne peuvent pas les verbaliser. Voilà, c'est vraiment ancré. Et comment? Par l'environnement, par les dessins animés, par les comptines, des comptines qui sont très sexistes, aussi racistes, par des livres auxquels ils sont confrontés. Donc, en voyant tout ça et en ayant mon fils qui allait rentrer dans ce système, moi-même née en Belgique, ayant été dans le système, je dis bon voilà. Maintenant, moi, je suis adulte, qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma pierre à l'édifice? Donc, ça a commencé d'abord par une idée, par ce projet, et en organisant des événements qui réunissaient des créateurs, des auteurs, qui mettaient en avant une diversité culturelle, une diversité d'origine, parce que j'ai fait vraiment des recherches pendant très très longtemps, et ça a évolué avec des animations, avec des ateliers à destination des professionnels, parce que comme je dis, il faut avoir un impact qui va au-delà simplement de la cellule familiale. Et pour encore ancrer un peu plus cet impact, il faut pouvoir s'adresser à ces professionnels qui sont en contact direct avec nos enfants, donc les professeurs, les enseignants, les éducateurs. Et donc on propose un module autour de la déconstruction des stéréotypes, autour de l'Afrique dans la littérature jeunesse, parce que c'est vraiment truffé de stéréotypes négatifs. Je vais prendre un exemple tout bête, il y a Martine en voyage avec la petite qui au départ s'appelait Cacao, qui a évolué, a eu un autre prénom. Donc la première édition est sortie dans les années 50, on va dire peut-être voilà, c'était l'environnement, etc. C'est des excuses qu'on des contemporains, mais tous les contemporains ne m'ont pas versé dans ces principes racistes et discriminants. Et donc Martine, maintenant il y en a très peu dans les bibliothèques, mais des livres comme Martine ou des livres qui mettent en avant des personnages noirs, mais qui alors sont infériorisés, qui sont tout nus, qui vivent... Tintin. Oui, il y a Tintin, bien sûr. Ça, c'est un classique. Ça, c'est le number one sur la liste. Donc, il y a ces formations, ces ateliers à destination des professionnels. Qui se font dans les écoles. Donc. Qui se font dans les écoles, ou bien c'est des collectivités qui nous appellent. Nous, notre but vraiment, c'est que ce type de formation soit donné directement dans le cursus des enseignants. On s'adresse aussi aux parents et aux familles qui voudraient peut-être apprendre à comment diversifier leur bibliothèque au-delà des rencontres annuelles ou des événements que l'on pouvait organiser ou des participations d'animation dans des festivals ponctuels. On s'est dit, ben voilà, maintenant il faut un magasin. Comme ça, les gens qui disent où trouver ces ressources auront cet endroit-là. Voilà, et ça a commencé en mars 2022 avec un espace pop-up à la chaussée de Wavre 83 avec la commune d'Ixelles. Donc pendant 4 mois, nous avons été là-bas à la rencontre du public. Et puis l'opportunité s'est faite de pouvoir m'associer avec Sarah Zanguio du magasin Quincajou où nous sommes aujourd'hui. Donc le magasin Quincajou est un magasin de jeux et jouets qui existe en fait depuis 20 ans, qui est vraiment ancré dans le quartier des Marolles. Le quartier des Marolles est vraiment un quartier qui est très mixte. Et c'est ça qui est formidable, c'est que on est à la rencontre de tous les publics. Et ça, c'est le vrai Bruxelles pour moi. C'est la vraie société. C'est une société mixte. On parle toutes les langues ici. Sarah, ma collègue, elle parle russe. Elle se débrouille dans des langues slaves. Elle est historienne et spécialiste du monde arabe. Donc moi, je parle anglais, néerlandais. Je me débrouille en espagnol, le portugais aussi. Je parle le lingala, le kikongo. Donc voilà, c'est vraiment on a la diversité, la norme en fait. Voilà, la norme, vraiment, c'est la norme. Et on se complète vraiment parce que dans son offre à elle a aussi fait en sorte que ce soit inclusive. Oui. Et donc, elle s'adresse aussi aux professionnels de l'éducation parce qu'elle propose des ressources pour des logopèdes, pour des enseignants. Il y a tout un volet autour de l'autisme. À nous deux, en fait, on a une offre qui est vraiment complète pour les professionnels et pour les familles. Je vois en tout cas que ce n'est pas simplement axé sur le continent africain. Il y a un peu de tout, ce que je trouve très beau. Mais c'est ça les deux mondes, parce que le monde de Djaï, et ça c'est vraiment un choix que j'ai fait, c'est exclusivement africain ou d'inspiration africaine. Donc, et Quincajou, c'est général. Et c'est ça donc nos deux mondes qui se rencontrent. C'est pour ça que dans le magasin, il y a de tout. Mais dans la première implantation qu'on avait le monde de Djaï sur la chaussée de Wavre, c'est exclusivement africain parce que si je mets quelque chose en place, c'est quelque chose qui apporte une plus-value. Je ne veux pas apporter quelque chose qui existe déjà. Et donc ici, ce monde-ci, c'est le monde de Djaï et Quincajou. Et donc c'est pour ça
que c'est vraiment général, mais il y a un focus par rapport au monde de Jaï, un focus vraiment africain. Totalement. Et par rapport aux langues, vous disiez que vous faites des formations et tout ça, des ateliers, c'est spécifique à Bruxelles? Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est majoritairement à Bruxelles. On nous a appelés quelquefois en Wallonie, quelquefois en Flandre. Par exemple, dans l'offre de littérature jeunesse, je propose des livres en français, en néerlandais, en anglais, mais aussi des livres bilingues dans des langues africaines. Donc pour l'instant, j'ai le lingala et le swahili. J'attends de recevoir des livres dans des langues d'Afrique de l'Ouest, voilà, pour vraiment augmenter l'offre. Et par exemple, en termes d'activité, on a un partenariat avec le Munpunt, qui est la bibliothèque flamande qui se situe sur la place de la Monnaie à Bruxelles. Et c'est vraiment une institution qui est très ouverte et qui a aussi une section dans différentes langues. Tous les mercredis après-midi, depuis maintenant 2020, depuis l'année 2020, on propose donc des séances de lecture pendant 1 heure où nous on sélectionne des livres et c'est des livres dont les héros sont issus de diversité. Super. Comme ça, les enfants voient autre chose. Donc ça, c'est exclusivement en néerlandais. Mais alors ici, on propose des séances de lecture en français. Donc voilà, selon les lieux, et on essaie de pouvoir vraiment élargir l'offre de ces propositions. Magnifique. Et par rapport au feedback que vous recevez des enfants, des parents ou autres, qu'est-ce que vous entendez, positif ou négatif, mais qui vous sont quand même restés ancrés dans la tête, voire dans le cœur? Mais c'est toujours, on attendait ça depuis longtemps, c'est magnifique, merci pour nos enfants, enfin un livre où on est présent pour les poupées, j'ai beaucoup d'adultes qui achètent des poupées pour eux-mêmes. Étant donné que nous animons une émission sur l'histoire, on se sert beaucoup de bouquins et d'ouvrages. Là, pour le coup, si je peux vous demander, étant donné qu'il y a beaucoup de livres autour de nous, pas spécifiquement de livres, des ouvrages académiques ou quoi, mais un ouvrage qui vous a fait chaud au cœur, que vous avez lu, que vous avez partagé avec vos enfants, voilà. Mais il y en a plusieurs, mais je ne les ai pas ici malheureusement. Plusieurs. Il y en a plus. Et un de base et qui n'est pas nécessairement destiné aux enfants, mais que tout le monde devrait avoir, c'est Héros, héroïnes et reines d'Afrique. Voilà. D'accord. De Sylvia Serbin. Ensuite, il y a une jeune femme belge d'origine rwandaise, je crois, si je ne me trompe pas, Yvette Oumouire, qui a fait un livre, et ça c'est pour les enfants, Héros et héroïnes d'Afrique. Et donc qui parle de différentes figures avec des mots assez simples, c'est pour les enfants à partir de 10 ans, donc avec des mots assez simples, des couleurs chatoyantes, voilà, avec elle a repris quelques héros de différents pays d'Afrique et pas nécessairement ceux qui sont le plus visibles. Oui. Bon, bien sûr, les principales, il y a Lumumba, il y a Sankara, etc. Mais il y a par exemple le docteur Mukwege. C'est bien. Qui est dedans. Donc voilà, le prix Nobel de la paix. Donc ça, c'est aussi un très bon livre. Et donc ces 2 livres qui sont faits pour les enfants au départ, mais qui, il faut avoir ça dans sa bibliothèque, quoi. Voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin du 2e épisode de Racine, la chronique qui vous parle de l'histoire africaine. Merci d'avoir suivi cela avec nous et à la prochaine sur Radio Beauté, www.beauté.be. MBOTE.